Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Bonsoir, amis auditrices, amis auditeurs, merci d'être avec nous ce soir encore pour écouter Le métier à tisser de Mohamed Dib, troisième volet de la trilogie Algérie, après La Grande Maison et L'incendie. Nous avons commencé ce troisième volet la semaine dernière et vous avez vu le petit Omar, qui a maintenant 14 ans, se frotter au monde du travail. Sa mère a réussi à lui trouver une place dans un atelier de tissage. Il va rencontrer pour la première fois des jeunes comme lui, Hamdouche, un peu agaçant, et des adultes surtout. Et auprès de ces adultes, il va commencer à deviner ce qu'est la vie des grands. Nous avions laissé Omar en discussion avec notamment un de ces vieux dont les autres se moquent, Routi Lamine. Et pour la première fois, Omar s'est senti exister dans cet atelier parce que Routi Lamine s'intéresse à lui et à sa famille. Prête-moi ta plume. رايك ماني هكذا لو كان خديت رايك ماني هكذا لو كان خديت رايك ماني هكذا 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 لو كان خديت رايك ماني هكذا البحر وين رماني واليوم هذا البحر وين رماني واليوم هذا البحر وين رماني 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 واليوم هذا البحر وين رماني ندمت انا يا لامي ما ندمت انا يا لامي ما ندمت انا يا لامي ما لو كان خديت رايك ماني هكذا لو كان خديت رايك ماني هكذا 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 لو كان خديت رايك ماني هكذا موجات كتير كيفاش ندير يا لحنينا من غيرك ما غير انا اللي صغير في بحر كبير يا لحنينا ادعيلي بالخير يا لحنينا ادعيلي بالخير يا لحنينا ادعيلي بالخير الخير الخير يا لحنينا ادعيلي بالخير ندمت انا يا لامي ما ندمت انا يا لامي ما ندمت انا يا لامي ما لو كان خديت رايك ماني هكذا 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 لو كان خديت رايك ماني هكذا لو كان خديت رايك ماني هكذا 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 لو كان خديت رايك ماني هكذا قسيت كتير ما صدق الليل وحداني غريب والقلب ضريب وصيك بالخير بالك بالغير يا لامي ما كلامك كبير يا لحنينا
شكرا لك Prête-moi ta plume. شكرا لك. Ce qui est fait est fait. N'en reparlons plus. Mais à l'avenir, conduis-toi bien, frère. Surtout, pas de dispute. Omar allait protester, faire remarquer que le rouquin l'avait attaqué. Sinon, c'est moi qui t'arrangerai de la belle manière. Prends garde, acheva Okasha. Le garçon fut remué par la cordiale chaleur de son regard. Il renonça à faire état de ses griefs. « Ne te frotte pas trop aux ouvriers de la cave, frérot. Tu le regretteras, » reprit son compagnon. Le gamin ne prononçait mot. Ils marchèrent ainsi longtemps, puis Okasha s'arrêta. Il lui dit en riant qu'il l'avait reconduit assez loin. « Il n'y a pas de risque que le rouquin vienne se mettre en travers de ton chemin maintenant. » Et il ajouta inopinément. « Tu as été à l'école. Tu dois comprendre bien des choses. » Il observait Omar d'une manière singulière. « Oui, quel dommage de travailler dans un atelier de tissage. Notre métier ne vaut rien. Regarde ce que je suis. C'est tout ce que tu pourras être un jour à ton tour. Et attends, tu le resteras jusqu'à la fin de ta vie. Réfléchis un peu, et tu me comprendras. » Il sourit encore, mais d'un air sombre cette fois. « Tiens, Sqli, par exemple. Il est tout juste bon pour des travaux d'enfant, hein? Il a pourtant usé son existence devant un métier à tisser. J'espère crever quant à moi avant d'en arriver là. Il faut apprendre autre chose, frérot. Bientôt, d'ailleurs, tout sera fait à la machine. Dans 10 ans, il n'y aura plus de tisserands. Tu verras, si je n'ai pas raison. » Ils se quittèrent. Il faisait presque nuit. Un vent froid soufflait du nord. Toutefois, Omar n'écoutait que la joie qui, oiseau caché, chantait en lui. Les avertissements de Okasha n'avaient fait qu'effleurer son esprit sans y laisser de traces. Le lendemain, Okasha s'approcha de lui et posa la main sur son épaule. « Ça va mieux aujourd'hui? Calmé ?» Gêné, mais content, Omar proféra une phrase embrouillée. Okasha rit. « Ah, allons, bon. »« Prête-moi ta plume. » Omar travaillait. La cave bourdonnait d'une excitation furtive, inlassable, qui parcourait l'encombrement fantastique des métiers à tisser, des rouets, des dévidoirs. Il surveillait les ombres qui brouillaient les visages des tisserands. Les heures se suivaient, semblables, tout en grisaille, distillant un ennui sans éclaircie. Les navettes crissaient, les peignes cognaient. Après quelques semaines de stagnation dans cette fosse, l'enfant se pénétra du sérieux de son nouvel état. Même les criailleries de Aïni s'espacèrent. Elle le morigénait encore, certes, ou s'en donnait plutôt l'air, mais un enchantement opérait sur elle. Chaque samedi, il revenait à la maison, les 20 francs de son salaire en poche. Il déposait cet argent dans la main de sa mère. Et Aïni lui souhaitait tout bas d'un seul trait. « Le bonheur soit avec toi. Merci, petit père. » Il débrouillait les fils retors et réfléchissait. À ce moment, du fond du sous-sol, arriva une chanson gracile et douce. « Oh, ma petite mère, Yalmima. » Omar frissonna comme si brusquement il avait fait plus froid.
C'était Zbesh, qui chantait d'une voix imperceptible. La cave se remplit peu à peu d'un son traînant, grêle, à peine plus fort que la stridulation d'un grillon. Un autre son suivit, d'autres encore. La voix oscillait comme un filet de fumée dans un ciel d'hiver. Zbesh, qui cherchait à mettre toute son âme dans la complainte, ne remarquait pas l'attention éveillée autour de lui. De loin, sa figure paraissait figée, ainsi que celle d'un moribond. Il ne devait sans doute pas savoir lui-même pourquoi il s'était mis à chanter. Puis il commença à respirer avec difficulté. Il perdait du souffle, de seconde en seconde. « Ah !» soupira-t-il. Il s'arrêta soudain, ferma les yeux et le silence sembla peser comme du plomb. Cependant, dans une résolution désespérée, l'enfant fit une nouvelle tentative, et la douce voix fluette de nouveau fila à travers l'ombre lourde du sous-sol. Personne n'osait parler. Mais sans force, la chanson défaillit une fois de plus. « Il n'y a rien à faire, » murmura le gamin. La voix grossière de Shaul viola le silence. « Hé, Zbesh !»« Quoi donc ?» demanda l'enfant oppressé. « On se saoule ce soir ? Ah, je voudrais bien me remplir d'eau de vie. Ah, bonnes gens, copieusement !» s'écria le garçon. Les autres ne disaient rien, ombre muette, en proie à une agitation désordonnée. « Ah, frère, malaputa !» lança Shaul en prenant des accents avinés. « Ici même, sans bouger !» continua Zbesh. Il partit d'un gloussement qui grinça longuement et se termina par des plaintes inarticulées. « Ouhouhou !»« Zbesh aussi à la malade !» fit remarquer Hamdouche. Roté la mine, sévère, ronchonna. « Vous lui gâtez l'âme, c'est pour ça !» Shaul le toisa. Une grimace fit voir ses gencives bleues. « Quel mal faisons-nous? On ne peut plus plaisanter !» Mustapha Zerk, de sa voix légèrement chantante, protesta. « L'âme, on ne peut pas lui faire du mal. Comment pourrait-on la gâter? Elle est comme cette lumière. » Il leva ses regards vers les ampoules allumées suspendues à leur fil. Après cet intermède, le travail reprit dans le silence. Une sombre humeur fit s'acharner les tisserands sur les métiers comme des sourds. Omar regarda les yeux de Shaul, souriant avec une ironie méchante, et toute l'inquiète violence qui rôdait dans l'atelier fondit sur lui. Il eut l'impression qu'un être de cauchemar s'accrochait à ses épaules avec des griffes de fer. Chaque seconde se passa dès lors avec une lenteur effroyable. Un désir qui l'étouffait de crier sa haine de cette vie-là monta alors jusqu'au bord de ses lèvres. « V'là le patron qui s'amène, les gars !» Zbesh lui-même, toujours à l'affût de ce qui se passait dehors, avait donné l'alarme avec vivacité. Peu après, effectivement, le maître tisserand se montrait en haut de l'escalier. Les ouvriers continuèrent à travailler. Quelques-uns, toutefois, relevèrent la tête avec hésitation, puis ils se remirent à l'ouvrage, déployant une activité fébrile. « Nous sommes vaillants, mes enfants ?» questionna Mahibouanen, la longue, embarrassée. « Brave garçon, va.
Ça fait plaisir à voir comme vous travaillez. » Et d'une manière inattendue, il ajouta: « Vrai, rien ni personne au monde ne mérite qu'on emporte le deuil. Il ne faut jamais s'en faire, tout passe. » Il agita mollement la main en l'air, y formula encore de vagues sentences à prétention philosophique ou morale, on ne savait au juste, et resta regarder devant lui, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Puis il fit un geste brusque, et d'un ton péremptoire, il déclara: « Allons, bon, le travail vaut mieux que tout. » Sur ces mots, il gravit solennellement les marches de l'escalier et repartit comme il était venu, raide, pesant, chaque pas affirmant une dignité qui ne devait prêter à aucune contestation. « Il a un peu bu, le patron, » railla le rouquin. « Assez seriné d'ineptie, » gronda Choul. « Prête-moi ta plume. » راني مريض قلبي يخبط بالزور عيني تسيل ما يجيني النوم راني مريض راسي يدر ويدور وليت نحيف محلالي فطور جيبولي طبيب قولولو راني مغموم كل يوم حزين راني مهموم وليت نغيض حتى قالوا مجنون وليت تقيل ما عرفت نعوم وين نروح يبقى قلبي معلق فيك وين ندور شوف عينيك غير عينيك راني مريض في راسي ضباب وغيوم صباح للليل في عذابي مسجون وليت صغير الناس في كلام نجوم وليت نغير بايت ندور وين نروح يبقى قلبي معلق فيك وين ندور نشوف عينيك غير عينيك راني مريض قلبي يخبط بالزور عيني تسيل ما يجيني النوم جيبولي طبيب قولولو راني مغموم مازالني حزين في عذابي مسجون يا حبابي قولولي كيفاش ندير يا صحابي وقتاش نتهنى يا حبابي وروني معرفش نسير يا صحابي كيفاش نبرا Nous abordons maintenant la deuxième partie du métier à tisser. فيك الخير
الجمال كيف الكنز مخبي Prête-moi ta plume. يا بلادي شانك شان عمري ما ننساكي. Le printemps naquit en une nuit. Ce fut une brusque explosion, des torrents de lumière prodigués au sortir d'un infini crépuscule. Délivrée du poids qui l'oppressait, la ville ouvrit ses poumons. Les feuilles repoussèrent aux arbres, dont la membrure noire se couvrit d'une légère mousse verte. Et dans la journée revint la bonne chaleur de midi. Nés en l'air, les gens cherchèrent à lire dans le retour du soleil les premiers chants d'oiseaux, des signes favorables. En ces jours d'allégresse, les mendiants parurent plus fantastiques, plus effrayants encore qu'auparavant. De quoi et comment avaient-ils vécu jusqu'alors? Nul qui pût le savoir. Ils se traînaient dans les rues, avec l'air de se rappeler quelque chose qu'ils avaient oublié depuis longtemps. Ils marchaient prudemment, ne regardaient personne, frôlaient gens et choses sans les voir. Dans la cave, il se produisit un relâchement. Une activité et un bourdonnement désordonnés y régnaient. Les tisserands continuaient à se dépenser avec ardeur à leur métier, mais brusquement, il y en avait qui entonnaient des chansons à tue-tête. Dans l'atmosphère confinée, étouffante, une griserie s'insinuait qui montait à la tête des ouvriers. Le fil de l'aurore ne faisait qu'apparaître que Omar apportait déjà la laine achetée à Souklerzel. Le bonheur de ces aubes tendres, rayonnantes, à la fraîcheur éblouie, le déchirait comme une écharde. Il commençait tout de suite à dévider les écheveaux. Puis, il allait aux commissions pour les ouvriers. Il se sentait moins sombre et triste. Les conversations désabusées des tisserands, il les écoutait de loin, dans un demi-engourdissement. Il courait ensuite jusqu'à Bebzir, chez Mahi Bouhanan, pour y prendre un couffin et des consignes. Il avait la charge de faire le marché du patron. Mais sa mission n'était jamais remplie selon les désirs de Dame Bouhanan. Il écoutait religieusement les remontrances de celle-ci. Pour aider le vieux Sqli que la sénilité rendait certains jours impropre à tout travail, il embobinait de la chaîne des traras, ténue comme des cheveux d'ange. Un peu plus tard, il portait de la laine au teinturier et l'en rapportait, sitôt que l'homme la retirait de son chaudron noir. S'acquittant tant bien que mal des 1001 corvées que l'on requérait de lui, il n'arrivait à satisfaire personne. Toujours quelqu'un le poursuivait de ses insultes, le tensait. Qu'on l'injurie, il s'y est habitué. Ce dont il ne veut pas, ce sont les coups de poing, les navettes qu'on lui envoie à la tête. Si d'aventure il lui arrivait d'embrouiller un écheveau, tous les tisserands de leur métier lui lançaient des jets de salive. Comme ça, il se déchargeait sur les apprentis dont ne savait trop quelle rancœur. Il ne s'arrêtait pas de les invectiver. Debout, Omar démêlait les fils de laine et réfléchissait. Remarquant son mutisme, Hamdouche se moqua de lui. « Hein, tes bateaux de safran ont sombré ?» L'enfant ne répondit pas, mais ses paroles le confirmèrent dans l'idée que le rouquin était incurablement bête. Il n'éprouvait de camaraderie que pour Ukasha, le silencieux. Celui-là lui inspirait davantage confiance.
À présent, chaque dimanche, il allait le retrouver dans cette rôtisserie de la ville basse, située au bout d'une petite rue animée, où le tisserand aimait prendre le thé. Hamdouche prit mal le silence entêté de Omar. Il n'a pas l'air normal, ce grand animal, tout le temps en train de ruminer des idées de derrière la tête. Un instant après, le rouquin rossa Zbech, l'infirme, pour un motif futile. Le gosse avait mis trop de temps à réapparaître avec l'eau qu'il était allé chercher à la fontaine du quartier. Hamdouche avait eu soif et n'avait pas trouvé le seau où les tisserands se désaltéraient. Zbech se réfugia derrière le coffre près de Omar et se mit à hoqueter. Il se faisait tout petit, tremblait de tous ses membres et serrait douloureusement les paupières. Omar essaya de le consoler. Il l'entendit alors murmurer, la voix entrecoupée de sanglots. « Je le tuerai. Qu'il attende seulement. Je lui jetterai un poids de 2 kilos à la figure. » Il lui demanda pourquoi il se laissait battre. Le petit gnome ne lui répondit rien, se bornant à hausser les épaules. Omar se méfiait aussi du rouquin, dont la méchanceté avait toujours quelque chose d'absurde. Un quart d'heure ne s'était pas passé que résonnait joyeuse la voix de Zbech. Battant le sol des pieds, il dansait, excité par les cris des ouvriers. Les jours s'écoulaient, Omar mûrissait. Il n'était pas plus gauche, ni moins vif à saisir les choses qu'un autre. Il avait acquis une bonne dose d'expérience depuis qu'il travaillait ici. Les mauvais traitements n'avaient plus autant d'effet sur lui qu'au premier jour. Il avait appris à se défendre. Prête-moi ta plume. تلبس وشف خزانتك غالي تقول انا يا سيد الرجال ما تكرهش وما تعياش من الزوخان ومن الفياش صورت لها حياتك جنة وقلت لها كيفك ما كانش بلك توبة بصير قصير إذا فاق واش دير روح تخدم على روحك خير لو بركبت صغير بلك توبة بصير قصير إذا فاق واش دير روح تخدم على روحك خير لو بركبت وصغير حكيت لها على الاشغال وعلى الدنيا والديوان قاعد لا مكان وانا تقول انا يا سيد الرجال ما عندك في الراس قياس والحكمة في سكات الناس وانت يلي راسك خاوي كلمة صح وعشرة ناس بلك دوبة بصير قصير إذا فاق واش دير روح تخدم على روحك خير لو بركك مثل صغير بلك دوبة بصير قصير إذا فاق واش دير روح تخدم على روحك خير لو بركك مثل صغير ويصير خوفك عليها الناس زعما تسترها في دارك خير خليتها تامن كلامك وكذوبك عليها يطول اليوم جات في بنت الجار وغدوة الغام وللفول حبلك دوبة قصير قصير إذا فاق واش دير روح تخدم على روحك خير لو بركة
دفع قواش كتير روح تخدم على روحك خير يا وركك متمسخير منك دوبك قصير قصير دفع قواش كتير روح تخدم على روحك خير وبركك متمسخير. À la fontaine du Lion, l'attention de Omar fut attirée par un rassemblement compact qui couvrait la place du Beylik. L'enfant s'en retournait à l'atelier par le passage de la Sikak. Des écheveaux de laine aussi grands que lui le revêtaient de la tête aux pieds d'une plantureuse fourrure qui dégouttait de couleurs acides et crues, rouge, jaune, vert, indigo. Il s'approcha, mais un importun lui cria « Cours porter ta teinture, bonhomme !» Omar fit la sourde oreille. L'individu pesta, piqué au vif par cette indifférence. « Tu ne vois pas que tu arroses tout le monde ?» Les écheveaux trempés l'aidaient à se frayer une voie dans la foule. On se récriait, mais on s'écartait à son passage. Les curieux avaient l'air abasourdis par quelque spectacle anormal. Omar n'entrevit qu'une troupe hébétée, formée par ces va-nu-pieds qui habitaient la ville depuis peu. Les autorités avaient organisé leur ramassage. On confiait de bouche à oreille qu'il avait fallu plusieurs séries de mesures pour obtenir ce résultat. Des agents de police gardaient à vue ces ombres geignantes. La ville était paisible, de tout temps. La plus parfaite civilité y fut de rigueur. Aujourd'hui, elle est troublée par la faute de ces individus, s'indignait gravement un marchand enchâssé dans son habit de drap. « Ils l'ont changé en caravansérail !» susurra un plaisantin. « Ou en quelque chose de pire encore !» mâchonna le marchand. Et prenant à témoin ses voisins les plus proches, il demanda « Pourquoi s'empilent-ils ici s'ils n'ont rien à y faire? Ne sont-ils sur cette terre inutiles pour eux-mêmes et pour autrui que pour donner du souci à ceux qui s'entendent à vivre dignement ?» Un adjoint de la commission spéciale établie par le gouvernement de Vichy survint sur ces entrefaites et les badauds s'écrasèrent à qui mieux mieux. L'adjoint voulut tout d'abord apprendre d'où sortaient ces mendiants. Les choses se révélèrent aussitôt plus compliquées qu'on ne l'eût soupçonné. Personne ne se proposa pour éclaircir cette énigme. On exigea de chacun d'eux de produire ses papiers, mais pas un n'en avait sur lui, ni même entendait ce que cela signifiait. Constatation faite, on décida de les interroger. Ils répondirent tous qu'ils n'étaient pas prêts à revoir les enfers qu'ils venaient de quitter. « Nous mourrons ici. » Pour quelle raison proclamait-il cette funeste résolution? L'adjoint ne songea même pas à s'en informer. Du reste, précisèrent-ils, ils ignoraient d'où ils étaient partis, et l'on ne tira pas davantage d'eux. Cela porta à son comble la nervosité déjà grande du représentant de l'ordre. Ce personnage vieillissant, rasé de frais et cravaté, était obsédé par le souci de sa contenance. Visiblement, il n'était pas fait pour se charger du sort de tels sujets. Il ne les comprenait pas. Pour finir, il ne sut où donner de la tête lorsqu'il remarqua l'attention qu'on lui prêtait. Ferme, soudain, l'adjoint décréta qu'il les ferait reconduire. Oui, il en débarrasserait la ville.
Il était indispensable qu'on n'en extirpe pas cette vermine. À chaque pas fait dans la rue, on avait le sentiment qu'on encourait les plus graves dangers. Fallait-il qu'on fût égorgé devant sa porte, qu'on assistât au pillage de sa maison, et que votre propre femme... fit quelqu'un. Tout le monde entendit cette toux indiscrète. Et à la surprise générale, l'homme qui avait fait poursuivit. Ce n'est pas de la vermine, ces créatures. La vermine qui s'est jetée sur ce pays a rendu nos frères ainsi. L'adjoint qui avait la charge des affaires publiques se démenait avec fébrilité. Il pâlit et ses lèvres furent prises d'un tremblement. Il interrogea à la cantonade. « Qui a prononcé ces paroles ?» Dans l'assistance, il y eut des mouvements indécis, quelques éclats de voix, puis tout se tut. Nul ne reconnut celui qui était intervenu si imprudemment. Qui se fût déjà esquivé, cela ne faisait pas l'ombre d'un doute. Les agents de police dispersèrent l'attroupement. Mais des groupes se reformèrent plus loin, et les langues dénouées continuèrent d'aller leur train. Avançant avec lenteur, un grand vieillard fit face aux bavards. « Que savez-vous de ce qui leur est advenu ?» Il pointa sa barbe couleur de safran en direction des mendiants qui n'avaient pas bougé de leur place. « Que savez-vous de ce qui les a arrachés à leur coin de terre? Musulmans, ne parlez pas à la légère. Si vous... » Ne lui laissant pas le temps d'achever sa phrase, « Quelle époque vivons-nous » glapit un petit bout d'homme sur qui pendait un tablier de babouchier. « Croyez-moi bien, dit un sage, notre misère n'existe pas d'aujourd'hui, elle vient de loin. Pourquoi donc s'en inquiéter? Ces temps y sont pour quelque chose. Soit, ils nous montrent la plaie, qui est là depuis des dizaines et des dizaines d'années. On la voit mieux à présent, et c'est tout. Je n'arrive pas à croire que notre peuple endurait tant de souffrances, s'étonna une fois de plus le petit babouchier. Il les endure, affirma le sage. Omar s'éloigna. De tels faits ne dataient pas de ce jour, tant s'en fallait. Prête-moi ta plume.
Où étaient reconduits les mendiants une fois enlevés du beylik? Omar se posa fréquemment la question. Les personnes qui assistaient à ces départs restaient soucieuses. Chez les Européens grandissait un désir aveugle de châtier. Le genre humain avait été tenu dans l'ignorance du mal, semblait-il jusqu'alors, et voilà que la vie se remplissait de tableaux abominables, d'incidents incohérents. Il fallait avant tout remonter à l'origine de cet extraordinaire fourmillement de vagabonds. On aurait dit que plus on se hâtait d'en refouler, et plus il en échouait sur la ville. C'était tous les jours à recommencer. Bien malin d'ailleurs, qui eût deviné si les mêmes réchappaient après une brève éclipse des lieux où ils étaient relégués, ou si c'en était de nouveau, s'ils achevaient ici leur périple, ou si, comme des oiseaux migrateurs, poussés par un mystérieux instinct, ils se posaient provisoirement. Impossible d'en avoir la moindre idée. Impossible par-dessus le marché de les distinguer les uns des autres. Ils avaient le même air battu et hérissé, ils paraissaient tous enrobés dans la même poussière brune, ils arboraient des haillons identiques, tous promenaient une expression murée, traînaient des corps défaillants. Ils bafouaient le monde de l'ordre et des riches qu'ils côtoyaient. Et ce qu'ils trouvaient de mieux à faire, c'était de camper en bordure de la chaussée et de tourner le dos aux passants. Même les hôtels cossus renoncèrent à s'offusquer de ce disparate, et les bâtiments sévères de l'administration de cet outrage. Mais les Tlemcéniens épiaient avec humiliation ces traces de dégradation longtemps cachées, d'une époque qui choisissait cette heure pour leur dévoiler son visage le plus cruel. Les marchandises de bon aloi, les majestueuses boîtes de confiserie, les conserves qui font rêver, les vêtements élégants, les bijoux fins, les montres de haute précision, tout bien-être avait émigré et n'était remplacé dans les vitrines quand cela était possible que par des articles de pacotille, des ersatz, disait-on. Ces objets séjournaient quelque temps derrière les glaces et ils ternissaient. À leur tour, ils s'associaient à la grisaille commune en compagnie du portrait d'un vieux maréchal. De guerre lasse, la municipalité tenta quelques ultimes efforts. Au lieu de reculer, la marée d'humaine misère, petit à petit, récupérait tout le terrain perdu. À chaque nouvelle opération, des essaims de spectateurs accouraient. La voix revint également. Elle clamait du milieu de la foule. « Ce n'est pas de la vermine, ces hommes. La vermine qui vit sur nous, c'est elle qui les a rendus tels que vous les voyez. » Ces phrases, répétées presque mot pour mot d'une rafle à l'autre, se terminaient invariablement par un redoutable « Donnez-leur plutôt à manger !» On n'identifiait toujours pas l'insaisissable personnage qui s'exprimait comme un accusateur. Mais les habitués se familiarisèrent bientôt avec ces accents paysans, durs et railleurs. La police les avait chargés à maintes reprises en vain. Au demeurant, si les gens n'avaient pas été de mèche, il y aurait eu belle lurette que l'audacieux eût été coffré. Depuis quelque temps,
On ne cherchait même plus à accorder un visage à ce sarcasme. « Donnez-leur à manger, mais vous en êtes incapables !» entendait-on. Et les badauds qui se massaient autour de la fontaine du lion tressaillaient. Ils n'étaient pas fâchés. Une obscure fraternité resserrait ses liens autour des cœurs. Prête-moi ta plume. Les pouvoirs publics venaient de charger les dernières grappes de mendiants dans plusieurs camions. La ville était libre, elle respirait. Les rues retrouvèrent leur bonne figure comme par le passé. Ce passé qui datait de la veille, mais qui s'estompait déjà dans la confusion de ces temps troublés. On circula, sans plus se heurter à la déchéance. Cependant, un voile funèbre avait été jeté sur la cité par les faméliques et crasseuses cohortes, maintenant hors de vue, mais dont le souvenir restait présent. Quelle destination avaient prise les camions? Qu'avait-on fait de ces hommes, ces femmes, ces enfants? Ah, comme les rues avaient l'air pimpantes. Quoiqu'il chauffât peu, le soleil brillait, le froid rentrait ses griffes tout doucement, le ciel foncé durcissait. Vers midi, le soleil s'épaississait comme une confiture et l'air s'enflammait. Ils réapparurent, inopinément cette fois, et en bien plus grande foule qu'au premier jour. On se demanda alors ce qu'étaient ces êtres. Ils arrivaient de l'intérieur, de plus loin que les environs immédiats, fut-on informé. Beaucoup avaient franchi des dizaines de lieues. Il en affluait des territoires du sud. C'était le pays qui s'ébranlait. Comment les habitants l'auraient-ils su, eux qui vivaient dans leur ville tels des reclus? Du reste, chacun se contentait encore de vaquer à ses propres affaires, les soucis ne manquant pas, et tous les jours, apportant fidèlement leur lot, les gens avaient de quoi s'occuper. Ces événements ne laissèrent pas de plonger tout de même la plupart dans une profonde consternation. Au lever du soleil, à peine les artisans s'approchaient-ils de leurs échoppes, à peine les marchands décrochaient-ils leurs volets, à peine la foule laborieuse se répandait-elle par la ville, que les rues encombrées étaient presque barrées déjà par des processions de mendiants. Chaque nuit, ils croissaient en nombre. Le fait est que c'était trop rude. Beaucoup voyaient ce peuple en face pour la première fois, et ils ne discernaient rien d'engageant en lui. Il leur paraissait repoussant dans son âpreté. Effrayés, d'honnêtes gens se détournaient en disant « Je ne me reconnais pas en cela ». Les traits creusés, les pommettes coupantes, des touffes de poils ébouriffés au menton, ces claques-dents ne présentaient rien de bien intéressant. Leurs têtes de moutons étaient fréquentes dans la province. Taciturnes, ils bougeaient peu, tout comme des simples d'esprit. Une seule chose frappait en eux, leurs yeux fixes et fascinés. Ils s'arrangèrent, encore, pour bivouaquer sur la voie publique. Les Européens qui les croisaient affichaient une expression d'horreur. Omar en éprouvait de la gêne. Qu'il le voulût ou non, ces va-nu-pieds
étaient de son espèce. Omar aurait aimé voir comment il réussissait à se propager partout. Plus on en éloignait, plus on en expédiait et plus il en poussait. Les autorités elles-mêmes perdirent courage. S'entretenir avec eux, on aurait parié 1000 contre 1 qu'ils usaient d'un autre langage. De plus, ils ne manifestaient aucun besoin d'entrer en relation avec la ville. Ils semblaient plutôt nourrir d'autres préoccupations qui les plaçaient hors de ce monde. Pourtant, bon nombre d'habitants étaient favorablement disposés à leur égard après réflexion. La population ne leur en voulait pas, bien que leur aspect rébarbatif n'encourageât pas la sympathie. De les voir assis, côte à côte, parents et enfants, rongeant un bout de pain dur comme une motte de terre, d'aucuns versaient sur eux des larmes de pitié. Leur multitude augmentant, ils ne devenaient pas plus hardis, ni davantage sûrs d'eux-mêmes. Ils partaient toujours à la conquête de nouveaux points. Évidemment, ils n'allaient pas revenir sur leurs pas. Mais voilà. Est-ce que la cité pouvait leur servir de lieu de refuge, si ce n'était pour un temps? Bientôt, il n'y eut plus de famille, si pauvre fût-elle, qui ne les fît manger. On ne remettait souvent qu'une mince tranche de pain, mais on la remettait. Ajoutez-y un sentiment d'ordinaire solidarité qui commençait à pousser chaque personne vers eux. فيك الخير والجمال كيف الكنز مخبي Prête-moi ta plume. يا بلادي شانك شان عمري ما ننساكي. Les Européens de leur nature ne pratiquaient pas la charité. Aussi, les mendiants ne se présentaient-ils pas chez eux? De tous les quartiers, ceux qui étaient habités par les artisans, les journaliers, les marchands ambulants et toutes sortes de petites gens se montraient sans conteste les plus empressés à soulager cette détresse. Les portes des maisons qui ne se fermaient jamais y accueillaient d'incessants défilés. La nuit, parfois, alors que le sommeil terrassait la population, s'élevait tout à coup une plainte. Elle chancelait indéfiniment à travers les ruelles noires, cherchait à tâtons, au-delà des murs, le cœur engourdi des hommes. De ce moment, à Dars Bétar même, on trouva le moyen d'aider ses parents de fraîche date que suscitait la catastrophe. Aïni disait « Ce sont nos frères de sang, et des hôtes que Dieu nous envoie, qu'ils soient les bienvenus. N'aurions-nous que de l'eau à leur offrir, nous les recevrons. Ils comprendront que nous sommes des déshérités, presque autant qu'eux. Mais la miséricorde est encore de ce monde. Il ne sera pas dit que nous aurons repoussé nos semblables, parce que nous possédons un gîte, et eux, non. » En effet, l'existence n'était pas bien douce pour les gens de Dars Bétar. Ils l'appelaient la réprouvée. Telle qu'elle, pourtant, elle semblait assez bonne pour que tout ce monde s'y attachât et aidât, même autrui, à vivre. Les morts naturelles se multiplièrent par la même occasion. Au matin, que de pauvres airs qui avaient rendu l'âme sans un murmure. Et les vivants eux-mêmes portaient sur leurs visages couverts de boue, sur leurs lèvres fortement pincées,
une bizarre teinte bise. On en surprenait qui rampaient insensiblement vers des cachettes ignorées, et puis on les perdait de vue. Ces hommes prenaient congé du monde avec une réserve exemplaire. On eût pensé qu'ils s'excusaient d'avoir à mourir, ils trépassaient. Leur fin, constatée par le médecin légiste communal, n'était qu'une formalité. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Souber Ketani. بحر نشوف ليلة وحدة نقطع البلاد نتعدى ونشوف كحل النظرة والفيش وين تلغناش كي نرجع ندير وحدة وندير في جبينك تاج موجك سيد قلبي كيا درق اللي بعيد عليا مو تمرة عينيا عاد رحالي شوقي هاج لو تدري ما صير بيا تحزن يا زرق الأمواج يا بحر نشوف ليلة وحدة نقطع البلاد نتعدى ونشوف كحل النظرة والفيش ويرد الغناج كي نرجع ندير وعدة وندير في جبينك تاج يا بحر حشمتك بسرك سفاين تجري فوق ظهرك تخلق الله في بطنك من جوهر يلمع وهاج ما نكش ونسج في عنقك من عستج وخيوط دباج أنا نبقى بحر غرابي ما تطفى نيران أحلامي كل ليلة تلقاه ألمي جاز نسهر طول الداج ونركب في عقود نظامي ركب في عقود نظامي في قميص الهوى نساج ونركب في عقود نظامي في قميص الهوى نساج يا بحر أنا وانت خوا هالكون عواصف الهوى موجك ودمعتي سوا منسي العناصر الدعاج الله يرزقنا بالدواء رب الكريم نعمل فراج يا بحر نشوف ليلة وحدة نقطع البلاد نتعدى ونشوف كحل النظرة والفيش وين الغناج كي نرجع ندير